Good morning. Le président, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. It's time for the questioning by the... C'est maintenant le tour de la défense. Ils vont vous poser des questions. Et je donne donc immédiatement la parole à la défense, si je ne m'abuse, de monsieur Gbagbo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bonjour. Les questions seront posées aux témoins par Monsieur Hochet et quant à moi, je poserai quelques questions à la suite de Monsieur Hochet. Thank you, Mr. Hochet. Merci. Eh bien, Maître Hochet, c'est à vous. Maître Hochet, bonjour. Madame, Messieurs le juge. Bonjour, monsieur le Tarlu. Le témoin, bonjour. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Réponse. How old are you today? Je répète ma question, dit Maître Hochet. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Réponse. Je suis né en 79. Question, très bien, très bien. Donc en 1990, vous aviez environ 11 ans. Réponse oui. Peut-être. Question. Alors au Libéria, que se passait-il en 1990? Réponse. C'était la révolution. Il y a eu un coup d'État. Question. Un coup d'État qui a commencé et qui s'est terminé en 1990? Réponse non. J'ai quitté le Libéria en 1990. L'interprète de la cabine libérienne demande au président d'intercéder auprès du témoin afin qu'il ne parle pas trop vite. Aujourd'hui, le président, monsieur le témoin, nous vous le répétons, parlez clairement, parlez lentement et parlez dans le micro. Le témoin, j'ai dit que la guerre avait commencé en 1990 et qu'elle a duré à peu près 14 ans. Jusqu'en 95-96, voire plus longtemps encore. C'est une guerre qui a duré 14 ans. Question. Et quelles sont les circonstances qui vous ont poussé à partir? J'imagine que c'était la guerre, mais pourriez-vous être plus précis? Le témoin. Eh bien, voici pourquoi je suis parti. Notre père ne voulait pas qu'on vive ensemble. Il nous a dit d'aller rejoindre nos parents en Côte d'Ivoire. Et donc, on a été invités par des gens qui nous attendaient à la frontière. Alors, on a traversé par la brousse. On est arrivé jusqu'à la frontière. Et nos parents habitaient de l'autre côté. Donc, on a traversé la frontière pour aller en Côte d'Ivoire. Question. Mais vous êtes parti suite à une attaque? Ou bien parce que vous saviez qu'une guerre avait commencé? Réponse. Mon père était un militaire. Donc je disposais de toutes les informations nécessaires sur la guerre. Et quand il y avait une attaque, il nous le disait. L'interprète interrompt à nouveau pour dire que le témoin va extrêmement vite. Le président ralentissait. Réponse. Je disais que la guerre était en cours et mon père était un commandant des militaires. Et on s'est rendu compte que les choses allaient mal tourner. Alors il nous a dit qu'il fallait qu'on parte. Question. À l'époque du coup d'État, qui présidait le Libéria?
Réponse. C'était Samuel Cagnondo. Question. Lorsque vous dites que votre père était militaire, il était militaire au sein des forces du gouvernement, n'est-ce pas? Réponse. Oui, il était militaire pour le gouvernement. Il était donc dans l'armée. Family members that you're talking. Question. Et vous nous parlez de membres de votre famille qui se trouvent de l'autre côté de la frontière en Côte d'Ivoire. Ils étaient combien, ses parents? Réponse. Oui, ils étaient très très nombreux. Parce que parfois, ils pouvaient venir nous rendre visite depuis la Côte d'Ivoire pour un mois. Ouais. Quand il y a eu la crise en Libéria, là, on a appris à mieux les connaître puisqu'ils nous ont invités à venir en Côte d'Ivoire. Question. Donc c'était assez courant que des personnes de votre groupe ethnique fassent la navette entre la Côte d'Ivoire et le Libéria? Réponse. Oui, 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 c'est courant. Parce que nos ancêtres, nos arrière-arrière-grands-parents venaient de Côte d'Ivoire et se sont installés au Libéria. Et s'y sont installés. Question. Vous étiez un enfant à l'époque. Mais savez-vous quelle était la taille de la population de Chine, donc de votre groupe ethnique en Côte d'Ivoire à cette époque-là, en 90? Réponse, oui, on les appelle les crânes. Et on avait été du côté de Paris-Léonard parce on parle tous la même langue. Pas de différence. Donc il y a Paris-Léonard, Zion. Enfin, tous ces gens-là se comprennent. Question. Donc on a Paris-Léonard et je vais les plaire, mais je ne pense pas que je les pèle correctement. Et puis Paris-Léonard, qui est correctement orthographié dans le transcript en français. Et en anglais aussi. Et pour l'autre aussi, Zion. Question. Qu'est-il arrivé à votre père? En fin de compte, réponse. Lorsqu'on est arrivé en Côte d'Ivoire, on est resté en contact. Mais il a rapidement été tué sur le front. Question. Mais où se trouvait le front? Réponse. À Monrovia. Et il a été tué au combat à Monrovia. Question. Mais quel groupe l'a tué? Question. Réponse sans prendre l'interprète. Le groupe des rebelles de Taylor. Des rebelles de Charles Taylor. C'est eux qui l'ont tué. Question. Alors, à quel moment de ce voyage êtes-vous arrivé à Guiglo? Est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous souvenez à quel point de la frontière vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Réponse, oui. On est passé par la forêt. On a marché dans la forêt pendant 4, 5, voire 6 jours avant d'arriver en Côte d'Ivoire, avant d'arriver à Paris-Léonard. Question. Votre père a-t-il été tué en 1990 ou plus tard? Réponse. Non, non, non.
Je crois qu'il a été tué après 90, 92 ou 93. Mais je ne sais pas exactement quand il a été tué. Question. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé à Guiglo? Combien de temps est-ce que cela vous a mis pour arriver à Guiglo? Réponse. Je suis restée longtemps à Paris-Léonard. J'ai mis longtemps avant d'arriver. Enfin, je suis arrivée à Guiglo vers 94-95. J'y étais avant 95. And is it right that Giglo Question. Et Guiglo est composé majoritairement de crânes, n'est-ce pas? Réponse. Oui, oui. C'était la grande capitale des crânes. Les gens venaient de Paris, de Zaï, tous les crânes. Tout le monde affluait vers Guiglo. Guiglo. those Kran people who are living in Giglo, Question. Donc ces crânes qui habitent à Guiglo sont-ils de nationalité ivoirienne, libérienne ou les deux? Réponse oui, oui. Quand on m'a interviewé, je leur ai bien dit qu'il n'y avait aucune différence. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on venait tous du même endroit. On avait tous des liens ou des parents là-bas. Donc, lorsqu'on a traversé la frontière, c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le camp de réfugiés à Guiglo. Et on s'est tous retrouvés là-bas. Question. Et tout comme vous aviez de la famille en habitant en Côte d'Ivoire, j'imagine que les crânes qui habitaient en Côte d'Ivoire avaient de la famille de l'autre côté de la frontière, au Libéria, n'est-ce pas? Réponse oui, oui. Parce que c'est comme si c'était du même père et de la même mère. C'était le même peuple. Question. Il devait y avoir beaucoup d'Ivoiriens habitant en Côte d'Ivoire qui étaient touchés personnellement par ce qui se passait au Libéria. Réponse oui, oui. Question. Alors, d'après ce que vous savez, quel rôle a joué Charles Taylor par rapport au conflit en Côte d'Ivoire, enfin au début, dans ces années lointaines? Réponse. Bah, Charles Taylor est venu parce qu'à l'époque, il avait un problème avec l'ancien gouvernement, le gouvernement qui datait du temps de Do. Alors quand il a quitté le pays, après il est revenu pour faire la guerre en Libéria. Enfin, il a amené la guerre avec lui. Et il a fait en sorte que cette guerre soit une guerre tribale. Et alors le tribalisme, la guerre tribale a enflammé tout le pays. Question. Alors ce camp de réfugiés dont vous avez parlé, de l'autre côté de la frontière, est-ce que vous parlez de Paris-Léonard ou Guiglo ou autre chose? Réponse. À cette époque, lorsqu'il y a eu la crise, le camp de réfugiés au départ était à Taille.
Mais ensuite, lorsqu'il y a eu un conflit entre le gouvernement Taylor et le gouvernement ivoirien, on a déplacé le camp de réfugiés. Et ensuite, donc, ce camp a été déplacé sur Guiglo ou ailleurs? Non, non, c'est la même région. C'est la région Taille, la région Crâne, si on prend l'interprète. Mais là, c'était un endroit qui s'appelait Taille, qui est à la frontière avec le Libéria. Bon, enfin, c'est arrivé, mais moi, j'ai pas d'informations très claires à ce propos. Parce que quand c'est arrivé, il y avait des Libériens qui s'étaient fait tuer. Et donc, on a décidé qu'il fallait établir un camp de réfugiés pour tous les réfugiés libériens qui allaient arriver. Donc, c'est ainsi que ce camp de réfugiés a été mis sur place. Question, très bien, merci. Mais je sens que vous allez beaucoup trop vite. Je sens que l'interprète commence déjà à fatiguer. Alors, ralentissez. Donc, il y avait un camp de réfugiés. Et donc, il y avait des réfugiés dans ce camp. Réponse. Oui, on était très nombreux. Je ne peux pas vous donner un nombre, mais très nombreux. Question. Donc, parmi ces réfugiés dans ce camp, y en avait-il qui ont décidé de s'organiser sur une ligne politique? Réponse. À ce moment-là, lorsqu'ils ont mis sur pied le camp, on ne faisait rien, on était juste content d'être arrivé en Côte d'Ivoire et on pensait qu'on était enfin à l'abri. Au début, quand on est entré en Côte d'Ivoire, on ne pensait même pas qu'on allait devenir des réfugiés. Mais lorsque le camp a été installé, là, on était ravis de devenir des réfugiés et de pouvoir s'installer dans ce camp. Question, mais en dehors du camp, est-ce que vous auriez pu rester à d'autres endroits? Est-ce que vous pouviez vous loger chez des parents? J'essaie de comprendre pourquoi vous allez vivre dans un camp de réfugiés alors que vous avez de la famille en Côte d'Ivoire. Réponse. En fait, tout le monde savait que si on allait dans le camp, on obtiendrait le statut de réfugié. Et quand on a une carte de réfugié, on peut éventuellement travailler, on peut obtenir de la nourriture gratuitement, beaucoup de choses en fait. Et puis, on obtient aussi une carte qui vous donne une assurance médicale, enfin, et beaucoup d'autres choses. Donc, il y avait des gens qui ne vivaient pas dans le camp de réfugiés, mais on les encourageait à venir dans le camp pour profiter de tout ce qui était dispensé. Question. Donc, même pour ceux qui n'étaient pas des réfugiés au sens strict du terme, les temps étaient durs financièrement, n'est-ce pas? Réponse. Non, non. J'essaie de vous dire. L'interprète demande à ce que l'on ralentisse encore le témoin. Le président, mais je n'arrête pas d'essayer de le ralentir. Mais j'ai le caracole. Enfin, il se remet à accélérer au bout de 2 secondes. Enfin, essayez s'il vous plaît de parler lentement, monsieur le témoin. Le témoin, d'accord. Maître Rocher, mais je crois que vous étiez en plein milieu d'une phrase. Le témoin, oui, 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 je vous disais quelque chose. Pendant la guerre, on ne savait rien, parce qu'on était chez nous. Et puis après, le camp de réfugiés a été mis sur pied. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a été établi, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on venait d'une zone de guerre. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était des réfugiés. Avant, on vivait avec nos familles de l'autre côté de la frontière. Tranquillement,
en vivant en bonne harmonie avec les gens qu'on côtoyait. Mais lorsque le camp de réfugiés a été mis sur pied, ils nous ont dit d'aller là-bas pour obtenir les cartes de réfugiés. Mais même avant, on ne savait pas qu'on était des réfugiés, on pensait qu'on était comme tout le monde. Question. Mais dans ce camp de réfugiés, pour obtenir cette carte, est-ce qu'il y avait aussi des crânes ivoiriens qui s'y rendaient? Réponse non. Question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, dans ce camp de réfugiés, les réfugiés ont commencé à s'organiser en groupe d'autodéfense? Réponse. Non. Moi, je ne l'ai pas vu. Question. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, ce camp de réfugiés a été attaqué? Réponse. Non. Ils n'ont jamais attaqué le camp. Parfois, les gens avaient un peu de problèmes, des petits problèmes, et puis il y avait une discussion avec les gens chargés de la sécurité pour arranger les choses. Mais dès qu'il y avait un problème qu'on détectait, on faisait rapport aux gens chargés de la sécurité et puis ils s'en occupaient. Question. Vous nous avez parlé de tous les pleux qui se trouvent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous nous avez expliqué que c'était une base de lancement pour aller au Libéria. Alors, qu'est-ce qui était si spécial à tous les pleux pour que les gens là-bas commencent à se dire qu'il fallait s'organiser? I think it was a Question. Je ne suis pas vraiment restée à tous les pleux. C'était du temps de Bédier. Les gens avaient entendu que les crânes essayaient de se rassembler parce qu'ils avaient été éparpillés. What strategic advice Oui, alors quel était l'avantage stratégique de tout le pleu pour servir de base de lancement d'une mission sur le Libéria? advantage. When you say about advantage, Alors, was moi je comprends pas bien ce que votre question. Enfin, le problème, bon, on parlait la même langue, on se comprenait, et les gens n'étaient pas contents d'être des réfugiés de l'autre côté de la frontière et d'avoir dû quitter leur maison pour devenir des réfugiés. Donc les gens qui nous avaient accueillis de l'autre côté de la frontière n'étaient pas vraiment ravis de nous voir arriver. Question, mais Paul Richard et Delafosse, ils venaient de tous les pleux, tous les deux, n'est-ce pas? Réponse oui. Tous les deux de tous les pleux. how did their geographical Mais quel a été l'avantage que leur a donné le fait qu'ils venaient tous les deux de tous les pleux par rapport aux autres? Réponse. Enfin, au départ, je ne connaissais pas Oulay Doulafosse. Je connaissais Paul Richard seulement.
Lui, c'était juste un crâne. C'était pas un militaire, c'était juste un crâne comme un autre. Mais très respecté d'ailleurs. Et comme je vous disais, Paul Richard n'est pas vraiment responsable de quoi que ce soit qui se soit passé en Côte d'Ivoire. Would you be able to place Question. Seriez-vous en mesure de nous situer dans le temps à quel moment tous les pleux a été prise par les rebelles? Réponse. Je ne me souviens pas de la période. C'est arrivé, mais je ne me souviens pas à quel moment. was it before Question. Est-ce que c'était avant que Gbagbo ne prenne le pouvoir? N'arrive au pouvoir? Réponse. Non, Gbagbo était déjà au pouvoir lorsque tous les pleux a été prise. and did the taking of Tulip Question. Et la prise de tous les pleux a-t-elle fait dérailler les plans de rentrer au Libéria? Réponse. Oui, lorsqu'ils ont pris tous les pleux, il n'y avait pas que tous les pleux. Ils ont commencé à Danané, Eti, et ils sont arrivés à tous les pleux. Et plus tard, ils sont allés à Ziaglo. Donc, lorsqu'ils sont entrés dans Ziaglo, c'est à l'époque où l'idée de la guerre en Côte d'Ivoire, et c'est là où les jeunes en Côte d'Ivoire ont décidé de se mobiliser en Côte d'Ivoire. Et nous sommes allés pour leur dire que nous faisons partie de ceux qui étaient venus. Nous étions tous des résidents dans ce pays-là, nous ne pouvions pas rester les bras croisés, donc nous avons essayé de nous mobiliser pour tenter de trouver de l'aide. Question. À un moment donné, lors de votre déposition, vous avez parlé d'un problème frontalier survenu en 1995. À quoi faisiez-vous référence au juste? Quelle était la nature de ces problèmes? Réponse. Je parlais du régime Taylor lorsque l'on tuait des Libériens, lorsqu'ils avaient attaqué cette région-là. C'était pendant cette guerre frontalière que le camp de réfugiés a été mis sur pied à Guiglo. Parce que nous ne voulions pas que le camp de réfugiés soit proche de la frontière. Cela aurait mis les réfugiés en danger. so when Question. Alors, lorsque les rebelles ont commencé à prendre tous les pleux et d'autres zones, c'était après 1995. Réponse oui, oui, c'est cela. C'était pendant le régime Gbagbo. to go Question. Je croyais que vous veniez de dire que c'était avant que Gbagbo n'arrive au pouvoir. Réponse. Oui. J'ai dit, avant que Gbagbo n'arrive au pouvoir, c'est à ce moment-là que nous étions à Taï. La guerre de Taï est arrivée en 1995. L'interprète libérien précise que la fin de la réponse du témoin n'a pas été entendue et saisie par l'interprète. Le président, la fin de votre phrase n'a pas été entendue par l'interprète libérien parce que vous marmonniez le témoin. Oui, j'ai dit que ce n'était pas pendant les années Gbagbo. C'était lorsque la guerre de Taï a eu lieu. C'était plus tard, pendant le régime Gbagbo, que la révolution est arrivée en Côte d'Ivoire. Mais à l'époque où il y avait cette guerre frontalière, lorsque les Libériens avaient été tués à Taï, c'était avant que Gbagbo n'arrive au pouvoir. and where were you personally Question. Et vous, personnellement, où étiez-vous en 1995? Est-ce que vous étiez au camp des réfugiés? Réponse. En 1995, oui, je me trouvais au camp de réfugiés.
94, 95, j'étais à Guiglo. Parce que la guerre de Taï est arrivée lorsque j'étais à Guiglo. J'étais à Guiglo lorsque c'est arrivé. Question. Et quelle était votre situation personnelle à l'époque? Est-ce que vous aviez de la difficulté à joindre les deux bouts? Est-ce que vous surviviez? Réponse, oui, à l'époque, je vendais de la glace. Je vendais des glaces. À l'époque, j'avais de la difficulté à joindre les deux bouts. And were you scared or threatened? Question, est-ce que vous étiez effrayé? Est-ce que vous avez eu peur du fait des circonstances de l'époque? Est-ce que vous vous êtes senti menacé? Réponse, oui. Oui, j'avais un peu peur. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où, s'il se passe quelque chose, il commence à attaquer tous les Libériens. Il mettait tout le monde dans le même bain, tout le monde était perçu de la même manière. Donc lorsque la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, ils estimaient que c'était des Libériens, nous étions tous des Libériens, nous étions tous dans le même bain, nous avions peur. Question. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé en partie à retourner à Abidjan, à aller à Abidjan? Réponse, oui, oui. Parce que je parlais français bien, j'avais l'habitude d'aller à Abidjan, j'y ai séjourné quelque temps, donc c'était une raison de plus pour aller à Abidjan. D'ailleurs, si vous demandez à qui que ce soit à Abidjan ou dans les zones dont je parle, vous saurez que je suis allé à Djamé, dans d'autres régions. Si vous leur posez la question à mon sujet, ils vous diront qu'ils connaissent bien Junior Bagbo. Question. Donc, entre le moment où vous avez 11 ans et le moment où vous êtes allé en Côte d'Ivoire et 2000, lorsque Bagbo est arrivé au pouvoir, pendant ces années-là, combien de fois est-ce que vous êtes allé à Abidjan, d'après vous? Réponse. Quand les réfugiés étaient à Guiglo, enfin, je ne me souviens pas des détails, mais je peux vous dire qu'entre 1997 et 98, j'avais l'habitude d'aller à Abidjan. Disons 97-98. Je n'étais pas basé là-bas, mais j'y allais de temps à autre. Question. Est-ce que les autres Libériens faisaient la même chose? Est-ce qu'ils avaient aussi tendance à y aller? Ils avaient l'habitude d'y aller, les autres réfugiés qui se trouvaient dans le camp? Ils allaient à Abidjan et eux aussi? Et réponse, oui. Nous avions le droit de nous déplacer. Comme je vous l'ai dit, lorsque le camp a été installé, nous étions connus, nos familles nous connaissaient, tout le monde, les gens nous connaissaient, donc nous pouvions nous déplacer. Avant la crise, nous étions libres de circuler et de faire l'aller-retour, mais c'est lorsque la crise est arrivée que nous avons commencé à éprouver des difficultés. Question. Lorsque les rebelles ont commencé à prendre tous les pleux, Guiglo et les zones où se trouvaient les crânes, est-ce que c'est pendant cette période-là que les crânes ont commencé à se mobiliser, à se constituer en groupe d'autodéfense? Réponse. Oui. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je dis depuis le début. Je dis, avant de rencontrer Paul Richard à l'époque, nous étions déjà à Guiglo. Et nos frères libériens n'étaient plus libres de se déplacer. Nous avons donc tenté de nous mettre ensemble pour essayer de nous battre pour nos frères et nos sœurs libériens. Et nous étions à l'ouest de la Côte d'Ivoire à l'époque. Parce que les Libériens
Parce que les Nimbaniens, pardon, le témoin n'a pas terminé sa réponse. Maître Rocher, parce que les Nimbaniens, quoi? Réponse, les Nimbaniens avaient demandé à leurs frères de venir les aider. Parce que les gens leur avaient dit que le régime Gbagbo était en train de tuer les Dios. C'est le genre de politique ou de discours politique qui circulait à l'époque de l'autre côté. Lorsqu'il les a entendus parler, ils n'ont pas compris de quel groupe de Libériens avait amené la guerre en Côte d'Ivoire. Ils avaient estimé que ils étaient tous pareils, ils étaient tous dans la même catégorie. Question. J'aimerais maintenant qu'on discute justement du contexte de tout cela. Lorsque Charles Taylor avait un conflit avec le gouvernement ivoirien, les Gio, les Nimba traversaient la frontière pour se rendre en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Réponse oui. Question. Savez-vous combien ils étaient à franchir la frontière? Réponse. À l'époque, nous ne comptions pas sur cela. L'interprète libérien demande au président de parler aux témoins parce qu'il n'est pas très clair. L'interprète libérien n'arrive pas à le comprendre. Le président, veuillez vous asseoir correctement et parler droit devant votre microphone, s'il vous plaît. Le témoin, j'ai dit qu'à cette époque, nous ne savions pas ce qui se passait. Parce que les gens avaient l'habitude d'aller prendre part à des foires commerciales dans ces zones-là. Et à leur retour, il disait que les troupes de Charles Taylor entraient en Côte d'Ivoire et qu'ils tuaient les membres de la communauté Gio. Il y avait un groupe en particulier, il y avait Sambokari, enfin, on l'appelait Mosquito. Nous avions tous peur parce que s'ils venaient de Nimba et qu'ils commençaient à tuer, eh bien, ils étaient membres de la communauté Crâne. Et ils ont commencé à prendre des localités comme Tous les Pleux, Bleu-les-Quins et d'autres endroits. Et ils attaquaient les gens et nous avons compris ce qui se passait. Donc nous tous qui venions nous installer, nous étions donc de la partie sud de la Côte d'Ivoire, nous étions tous venus du même pays. Et si les autres gens donc de la communauté Nimba venaient également, nous avons compris ce qui se passait, nous avons commencé à avoir peur. Nous avons décidé de nous soumettre à une formation militaire et nous avons décidé de nous mobiliser avec nos frères Crâne en Côte d'Ivoire pour les aider. Parce qu'en les aidant, nous nous aidions nous-mêmes. Et nous avons demandé à obtenir de l'aide afin que nous puissions les repousser. Did the people in the west of Ivory Question. Les gens qui se trouvaient à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils connaissaient la réputation de Mosquito? Est-ce qu'ils, en Côte d'Ivoire, de Sam Bokeh, est-ce qu'ils... En Sierra Leone. Réponse. Oui, oui, les gens étaient nombreux à le connaître. Question. Et quelle était sa réputation? Réponse. Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Je n'ai pas bien compris. Question. Par exemple, les Crânes en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils avaient entendu au sujet de Sam Bokari à l'époque où il était venu avec les JO en Côte d'Ivoire? More people, you go now, you ask more people, they attack. Réponse. Eh bien, si vous posez la question aux gens en Côte d'Ivoire, à l'époque, Sam Bokari attaquait le long de la frontière et les gens savaient que c'était un combattant courageux et fort, qu'il venait du camp de Charles Taylor. Donc,
Maintenant qu'il essaie de retourner au Libéria, c'est à ce moment-là que nous sommes allés prendre des localités comme Danane. Lorsque Danane est tombé, nous-mêmes, nous étions en train d'aider notre peuple. Donc certains d'entre eux ont décidé de franchir la frontière pour aller au Libéria. Moi, j'étais médiateur entre les combattants libériens et les Ivoiriens. Et lorsqu'ils ont quitté le Libéria pour entrer en Côte d'Ivoire, c'est là où il y a eu le massacre de 3 jours. Question. Et ce massacre de 3 jours, c'est après l'arrivée au pouvoir de Gbagbo? Réponse. C'était à l'époque Gbagbo. Nous avons repris tous les pleux et les Libériens qui s'y trouvaient ont pensé qu'il n'y aurait plus de combattants à tous les pleux. Ils sont partis et plus tard ils sont revenus, ils ont attaqué pendant 3 jours. Et lorsque nous sommes arrivés à tous les pleux, il a été décidé que nous allions organiser des pourparlers de paix entre nous. Question. Ce massacre de 3 jours, où est-ce qu'il a eu lieu? Réponse. À tous les pleux. Question. Savez-vous combien de personnes ont été tuées lors de ce massacre? Réponse. Je voudrais juste apporter une explication. Si vous dites à quelqu'un que ce lieu est maintenant libre et que les gens s'en réjouissent et qu'ils sont en train de remercier les autres, les combattants, tous, sont partis. Ils sont allés ailleurs, dans d'autres endroits. Donc, il y a eu des célébrations parce que les gens savaient que le lieu était maintenant libre et qu'ils pouvaient se déplacer librement. Mais après 2 ou 3 jours, ils sont revenus ensemble et ils ont attaqué l'endroit. Ils ont attaqué à minuit. Parce que lorsque ils ont attaqué... Nous étions à Guiglo. Nous sommes arrivés avec des renforts pour les repousser. L'interprète libérien. Monsieur le Président, demandez aux témoins de ralentir, s'il vous plaît. Probably, Maître O'Shea. Monsieur Tarlou, lorsque vous nous faites part d'une explication, après avoir apporté votre explication, donnez quelques phrases et attendez un peu pour que nous puissions vous suivre. Le témoin, très bien. Maître O'Shea, ainsi l'interprète pourra vous suivre. Le témoin, ok. Maître O'Shea, donc, lors de ce massacre de 3 jours, qui étaient les victimes? Réponse, les crânes. Les forces gouvernementales. Question, donc certaines des victimes étaient ivoiriennes et d'autres étaient libériennes. Réponse, oui. so Question. Alors que ce conflit opposait Charles Taylor au gouvernement ivoirien, il y a un autre conflit simultané opposant les GIO et les crânes. Autrement dit, il y a un autre conflit libérien qui a lieu en Côte d'Ivoire. Réponse, oui. Le conflit qui se déroulait en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Voyez-vous, nos frères sont arrivés au Libéria. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à attaquer les forces gouvernementales et les forces de Charles Taylor. Donc les gens sont venus du Libéria et d'autres sont venus de Guinée. Le frère de Samuel Kanyando dirigeait ce deuxième groupe. Il s'appelait Osei-Cheido. C'était lui, c'est lui et son groupe qui s'étaient organisés pour retourner au Libéria. Il y avait donc le groupe qui s'appelait Modèle et un autre. Et ils ont dit, nous devons nous mobiliser, réunir nos familles et rentrer chez nous de façon pacifique.
Et le groupe qui est venu de Côte d'Ivoire, c'était les Libériens qu'on appelait le modèle. Ensuite, le groupe qui venait de Guinée s'appelait les forces. L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin. So this Maître Rocher. Donc, le modèle était un groupe créé à l'initiative de la communauté Crâne. Il avait pour but de se défaire du problème du Libéria, c'est-à-dire Charles Taylor, et d'assurer l'autodéfense en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était cela la motivation, ou ce qui a motivé la création de ce groupe? Réponse oui. Question. Renverser Charles Taylor était perçu comme étant essentiel, non pas simplement pour assurer la paix au Libéria, mais pour assurer aussi la paix pour ceux qui vivaient à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Réponse oui. and you personally Question. Et vous, personnellement, avez-vous été témoin des attaques par les rebelles JO lorsque vous étiez dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire? Réponse, oui. La plupart du temps, depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire, parce que nous savions qu'il y avait plus de combattants pendant la période de crise qui venaient du Libéria, qui représentaient Charles Taylor. Nous savions qu'il y avait des JO qui venaient de Nimba. Et quand ils sont arrivés, ils savaient que nous, les crânes, étaient venus pour les combattre. Après quelques mois, ils sont repartis, ils ont pris la fuite, ils sont retournés au Libéria. Et ils se sont rendus compte qu'ils combattaient leurs propres frères. Ils n'étaient pas disposés à continuer à combattre leurs propres frères, donc ils sont retournés chez eux. Question. Vous avez fait référence à des Libériens venant d'Amérique. Je suppose que vous parlez des États-Unis d'Amérique. Donc, qui étaient venus d'Amérique pour aider les gens, ou pour les motiver à se mobiliser en Côte d'Ivoire. Qui étaient ces gens qui étaient venus des États-Unis d'Amérique? Réponse. Les gens qui étaient venus d'Amérique, il y avait le colonel Dick Besson, il y avait son frère, le lieutenant. Je ne pense pas qu'il soit venu d'Amérique. Il faisait partie du modèle, mais il n'est jamais venu d'Amérique. Il est venu pour parler à tous les combattants, pour leur demander de retourner chez eux au Libéria, de libérer leur pays, pour libérer leur peuple. Depuis le début. now you speak Question. Vous parlez un peu français, vous nous avez expliqué que les crânes étaient des deux côtés de la frontière. Qu'en est-il des Ivoiriens qui sont crânes? Est-ce que certains d'entre eux parlent anglais? Réponse. Oui. La plupart de ceux qui sont proches de la frontière parlent anglais. La plupart des jeunes. Parce que la plupart d'entre eux pouvaient simplement franchir la frontière et aller au Libéria, s'adonner à des activités et rentrer chez eux, commercer et rentrer chez eux. Ils parlaient également anglais. Question. Lorsque Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, quelle était votre situation personnelle?
Est-ce que vous aviez de la difficulté à joindre les deux bouts à cette époque-là? Réponse, oui. À l'époque, ma situation était difficile. Je me trouvais à Guiglo, j'essayais d'obtenir quelques biens qui m'appartenaient. Il y a eu le coup d'État. Et donc j'étais à Guiglo. Après cela, je suis allé à Abidjan et j'y suis resté jusqu'au début de la guerre de ce côté-là. Question. Qu'est-ce que vous voulez dire par votre situation était difficile? Vous vivotiez? Réponse. À l'époque, je vendais des vêtements usagés. Lorsque j'étais à Guiglo, je vendais des vêtements usagés. Lorsque j'y suis allé, je ne pouvais pas retourner parce qu'on avait dit qu'un général avait été tué, qui avait fomenté un coup d'État à Abidjan. Question. Et à part le fait de vendre des vêtements, est-ce que vous êtes allé voir des dignitaires de la communauté ou des notables de la communauté Kran pour leur demander de l'aide? Réponse. À l'époque, comme je l'ai dit, j'avais ma famille qui se trouvait là-bas. Donc si j'avais besoin de quoi que ce soit, je retournais au village et je demandais aux membres de ma communauté de l'aide. Mais à l'époque, je n'avais pas demandé aux anciens de ma communauté leur aide. Même lorsque j'ai commencé à connaître certains des anciens de ma communauté, la guerre avait déjà éclaté. J'avais des parents à Paris et ailleurs. Is that a situation which Question. Est-ce que cela a toujours été le cas? Est-ce que vous avez toujours eu ces parents ou est-ce que, à un moment donné, ils ont disparu, vous ne les aviez plus? Réponse. En fait, non, la situation n'a pas continué d'être la même. Question. Qu'est-il advenu de vos parents? Réponse. Pendant la guerre, à partir de Taï, la personne qui était amoureuse de la deuxième épouse de feu mon grand-père, immédiatement après la guerre ou au milieu de la guerre, en fait, pendant la guerre n'avait pas affecté toutes ces régions autour de Taï. Par exemple, Zéaglo, Boaké, tous les pleux, c'est là que la guerre a sévi, a fait des ravages. Mais les autres endroits comme Taï étaient beaucoup plus calmes. Donc certains membres de ma famille se trouvaient encore à Taï. and what led to you not being Question. Et pourquoi est-ce que vous n'étiez plus en mesure de compter sur ces gens-là? No, when you're working, is now we having fun. Réponse. Lorsque la guerre a éclaté, à ce moment-là, il n'était plus possible de trouver un véhicule pour retourner au village. Et personne ne vivait à Guiglo à l'époque. Il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus personne qui appelait au téléphone. De plus, il n'y avait plus de téléphone portable. Donc pour aller voir des parents et leur demander de l'aide, il était difficile. On ne pouvait pas obtenir de voiture pour se déplacer. La situation était difficile. Nous sommes simplement restés calmement à Guiglo. Question. Donc entre 2000 et 2002, à part le fait de rester tranquille à Guiglo, qu'est-ce que vous avez fait d'autre?
Réponse. J'ai dit que je vendais des vieux vêtements entre 1995 et 1996. Les seules personnes que je connaissais, l'interprète libérien précise que le nom évoqué par le témoin n'a pas été saisi par l'interprète. Le président veut reprendre ce mot-là. Le témoin Sam a tiessé parce qu'à l'époque où ils ont installé le camp des réfugiés, il avait l'habitude de venir au camp des réfugiés et les gens organisaient des fêtes en son honneur, lui demandaient de les bénir. À l'époque, c'était le préfet d'Abidjan. Et comme je parlais français, il était très proche de moi et moi aussi j'étais proche de lui. And at what point Question. À quel moment avez-vous commencé à connaître les dignitaires crânes? Réponse. Je crois que c'était également dans l'année 2000, puisque lorsque nous étions à Giglou et qu'on est allé vers Boaké, c'est à ce moment-là que les crânes, les anciens, sont venus nous accueillir et nous remerciant de les aider. Mais auparavant, je ne les connaissais pas. Question. Parmi les crânes, est-ce que habituellement, si les anciens connaissaient d'autres crânes, est-ce qu'ils avaient l'habitude de les aider s'ils se trouvaient dans une situation délicate? Est-ce que ça faisait partie de la culture? Réponse. Oui, cela fait tout à fait partie de notre culture. Habituellement, lorsque quelqu'un meurt, on emmène la personne décédée pour que l'on puisse effectuer les rites. Et sinon, on envoie un représentant pour vérifier que tout se passe comme il se doit. Ça fait partie de notre culture. On allait toujours voir nos anciens pour obtenir de l'aide et eux venaient vers nous pour nous aider. Donc, c'était que ce soit au Libéria ou en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Question. Paul Richard était un ancien, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Et de la Fosse, est-ce qu'il était considéré comme un ancien également? Réponse oui. Question. Et Bombay, est-ce qu'il était considéré comme un ancien? Réponse oui. Question. Lorsque les rebelles ont pris Boaké, où est-ce que vous vous trouviez? Réponse. Lorsque les rebelles ont pris Boaké, à ce moment-là, j'étais à Abidjan. Question. Depuis combien de temps auparavant, avant qu'ils prennent Boaké, depuis combien de temps est-ce que vous étiez à Abidjan? Réponse. Surtout, lorsque le général, l'interprète indique que le nom du général n'a pas été audible. Le président. Monsieur le témoin, veuillez répéter le nom du général. Le témoin. Le général Gay, Robert Gay. Lorsque Robert Gay a été tué, il a fallu du temps avant qu'on puisse revenir aux activités par temps de paix. Donc,
Un matin, on nous a dit que Bouaké avait été pris par les rebelles et la révolution a recommencé de nouveau en Côte d'Ivoire. Question. Vous disiez que vous étiez à Abidjan à ce moment-là. Est-ce que vous êtes allé à Abidjan en raison du rébellion? Réponse. Non, non. J'ai dit que lorsque j'étais à Giglo, la guerre a commencé et lorsque Gay a été tué, j'avais commencé mes activités habituelles et je suis allée à Abidjan lorsque ces gens ont pris Bouaké. Question. Est-ce que vous êtes retourné à Giglo ou à d'autres zones aux environs à l'époque où les rebelles s'y trouvaient? Réponse. Une fois qu'ils avaient pris Bouaké, eh bien, à ce moment-là, mon frère aîné a contacté mes parents et eux m'ont demandé de revenir à Giglo. Il disait que s'il y avait des événements graves, nous devions rentrer au Libéria. Donc j'ai décidé moi aussi de retourner à Giglo. Lorsque les rebelles ont pris And when you went to Giglo, did you see rebels? lorsque ils ont repris Danané, et puis ils ont repris Danané et d'autres villages. Question. Et lorsque vous êtes à Giglo, est-ce que vous avez vu les rebelles personnellement? Réponse non. Les rebelles n'ont pas capturé Giglo à ce moment-là. Question. Avez-vous vu personnellement des rebelles sur le chemin? Réponse non. Non. Parce que d'Abidjan à Giglo, ce n'était pas par là que les rebelles se trouvaient. Les rebelles passaient par Yamoussoukro et Bouaké. Et moi, j'ai traversé Yamoussoukro pour aller à Giglo. Question. Sur la base des éléments dont vous disposiez, ces rebelles dans la partie occidentale de Côte d'Ivoire faisaient partie de quel groupe? Réponse. Pour la plupart, ceux qui se trouvaient sur le front, ils ne portaient pas d'uniforme. On les appelait par un nom inaudible. Parfois, ils portaient des tenues africaines. Parfois, ils avaient par moitié l'uniforme de police et parfois l'autre moitié, ils portaient l'uniforme militaire ou des uniformes moitié-moitié. Question. Les Guillots, est-ce qu'ils combattaient avec les Danzès? Réponse. Réponse. Je vais essayer de vous dire quelque chose. Si vous permettez à quelqu'un de vivre chez vous, dans votre maison, vous savez, la plupart de ceux qui venaient, on les connaissait. Mais ceux que l'on connaissait, c'est ceux qui portaient des tenues africaines, ils portaient des gris-gris. Voilà, c'est comme ça. Et question. Ils étaient armés comment? Réponse. À cette époque, je peux vous dire qu'ils étaient plus armés que nous. Et question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par bien armé? Réponse.
Si je dis qu'ils étaient mieux armés, c'est parce que parfois, lorsqu'on arrivait au front, on pouvait voir certains combattants avec des AK-47 tout neufs, flambant neufs, d'autres avec des RPG. Et ils avaient des lanceurs d'armement lourd. Ils étaient bien armés. Nous n'étions pas bien armés, car les Ivoiriens ne nous faisaient pas confiance, puisque ils se méfiaient des Libériens. Ce n'est que vers 2000-2002 qu'ils ont commencé à nous armer, à nous équiper, car lorsqu'il y avait des zones qui étaient attaquées et qu'on essayait de les repousser, on se rendait compte, quand les tirs commençaient, qu'ils étaient bien armés. Mais nous avions cependant un avantage par rapport à eux, puisque nous avions plus d'expérience. Mais eux, ils étaient mieux armés. Et c'est ainsi que parfois nous avons réussi à les repousser. Mais par moments, c'est eux qui gagnaient au contraire. Question. Connaissez-vous les noms des commandants de ces groupes-là? Réponse. Eh bien, les deux hommes que nous connaissions, les deux personnes, c'était Do Philippe et le général Mosquito. C'étaient les deux noms connus. On craignait ces deux hommes. Question. Do Philippe, il était de quel groupe ethnique? Réponse. Je ne connais pas de quelle ethnie il fait partie. Question. Et les AK-47 flambant neufs dont vous avez parlé, d'où venaient-ils? Est-ce que vous le savez? Réponse. Non, je ne sais pas d'où venaient ces armements, puisque à partir de 2000, lorsque la guerre a commencé dans l'Ouest, tous les soldats, à chaque fois qu'on prenait des armes des rebelles, on notait le numéro de série, ou on l'enlevait en fait. On l'enlevait, si bien qu'on ne savait pas d'où venait l'arme. C'est comme cela que les choses se passaient. So, describe. Question. Pouvez-vous nous décrire des situations où vous vous êtes trouvé face aux rebelles? Réponse. La plupart du temps, pendant la Révolution, dans la partie ouest du pays, je ne connaissais pas bien les zones. Vous savez, nous, on était des combattants, on bougeait. Lorsque j'ai commencé à comprendre la situation, c'était lors de la dernière crise. Question. Quand vous dites la dernière crise, vous entendez quoi exactement? Réponse. Lorsque le président a été enlevé de son poste en l'an 2000, parce que à ce moment-là, j'étais moi-même commandant. Question. Vous avez bien dit 2000, c'est ce que nous avons entendu. Réponse. J'ai dit entre 2002, 2003, 2004. J'avais
des commandants au-dessus de moi, donc je ne réfléchissais pas vraiment aux choses, car à cette époque-là, je n'étais pas commandant. Mais en 2011, j'avais des subalternes et j'étais moi-même commandant, donc je comprenais beaucoup mieux les choses pour moi-même. Le président. Donc, à l'endroit où on a lu l'an 2000 à la ligne 21, page 30, il faut lire 2010 ou 11, si je comprends bien. Maître O'Shea, en effet, 2011, oui, le président, d'accord. When you were fighting in 2002, 3, 4, Question. Lorsque vous combattiez en 2002, 2003, 2004, à cette époque-là, vous aviez combien d'hommes avec vous? Quelle était la taille de votre unité? Réponse. Nous étions 12 dans l'unité. On était divisés en unités. C'était organisé ainsi. Et nous étions 12. Question. Est-ce que vous étiez tous crânes? Réponse. Oui, nous étions tous crânes. Question. Est-ce que certains d'entre vous aviez un passeport ivoirien et d'autres étaient des ressortissants libériens? Réponse. Oui. Plutôt la nationalité ivoirienne que passeport, corrige l'interprète. Question. Vous avez combattu dans quelle bataille? Réponse. Je n'ai pas bien compris votre question. Question. Pouvez-vous décrire une des batailles dans laquelle vous avez combattu? La plus significative, peut-être. Réponse. J'ai combattu de Diaglo, de Boaké et de Toulpleu. Brunequin. Et un dernier que l'interprète n'a pas saisi. so for example, when you got to Question. Lorsque vous êtes arrivé à Zeglo, combien y avait-il de rebelles en face de vous contre lesquels vous combattiez? Réponse. Disons, vous savez, parfois, pour être un combattant tranquille, vous ne connaissez pas forcément les nombres. Mais ils étaient nombreux, tout comme nous étions nombreux. Et il y avait des personnes de pays différents. Et certains ne parlaient même pas les dialectes de Côte d'Ivoire, donc ils venaient de pays tiers pour les aider.